Antoine Champagne, Nicolas Vivant. On peut les applaudir, on est en live quand même. Bienvenue, merci. Antoine Champagne. Bonjour. Je suis rédacteur en chef d'un journal sur Internet qui s'appelle Reflet.info au pluriel. Et alors, je ne suis pas venu vous parler de presse, mais vous allez voir qu'entre presse et OSINT, on finit par se recouper un petit peu. C'est un journal qui a été créé en 2010 sur une idée entre deux personnes, quelqu'un qui fait des tests d'intrusion pour vérifier la sécurité informatique des entreprises et un journaliste, c'est moi, où en fait on discutait de la presse, de ce qu'elle devenait, du fait qu'il manquait certaines choses, etc. Et que des techniques de travail, d'enquête, pouvaient tout à fait se recouper entre des gens qui ont un esprit hacker, donc un esprit d'informaticien un peu talentueux, et des journalistes. Donc moi, personnellement, je pense que c'est l'avenir de la presse, en tout cas la presse d'investigation, pour trouver des informations qui sont, la plupart du temps, que certaines personnes préfèrent garder cachées et donc auxquelles vous n'avez pas accès. Les journalistes, par ces techniques, peuvent finalement accéder à ces informations. Donc, et moi et Nicolas, nous sommes, et c'est pas nous qui nous désignons comme ça, c'est les gens qui nous désignent comme ça, nous sommes ce qu'on appelle des dinosaures d'Internet, c'est-à-dire qu'on était là avant même le début d'Internet sur les réseaux qui préexistaient. On a vu toutes ces choses se développer, toutes ces technologies se développer, changer, et aujourd'hui, on se rend bien compte avec une vision un peu historique eh bien, il y a un problème qui est en train de naître. Vous le savez parce que Google, Facebook, etc., ça vous parle un petit peu. Il y a un problème de vie privée, en fait, de respect de notre vie privée, de droit à la vie privée. Ça devient compliqué. En fait, le ZINT qui consiste à aller chercher de l'information sur des sources ouvertes, c'est-à-dire en fait des serveurs qui contiennent des grosses bases de données, qui elles-mêmes contiennent des données sur tout le monde. On peut aller chercher ces informations-là et les faire parler, en fait, les mettre en forme pour les faire parler, leur donner du sens. Et donc aujourd'hui, ces bases sont accessibles, le ZINT se développe et finalement, ça pose de gros problèmes. Vous allez le voir, c'est incident en fait, ça pose aussi de vrais problèmes de vie privée à côté de devenir... Alors le ZINT, c'est un buzzword, c'est-à-dire qu'en gros, en ce moment, tout le monde parle de ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à la mode en ce moment, qui est vendu par beaucoup de monde. Pour nous, journalistes, c'est plutôt une aide à l'enquête, en fait, des outils d'aide à l'enquête. Ça permet à la fois de récolter de l'information, mais ça permet aussi de traiter de l'information. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous récoltez des milliards d'informations, quand vous êtes journaliste, bah vous avez une grosse meule de foin et il faut chercher l'aiguille. Pour trouver l'aiguille, il vous faut des outils. Donc le ZINT, ça consiste aussi à avoir accès aux bons outils pour pouvoir aller chercher la bonne information qui va vous permettre d'authentifier quelque chose, de valider une information, de vérifier quelque chose. Voilà. Nico, si tu veux te présenter 2 secondes. Bonsoir, donc je m'appelle Nicolas Vivant, je suis le régional de l'Étape, moi j'habite Grenoble, je travaille à la ville d'Échirolles en tant que directeur de la stratégie et de la culture numérique. Donc voilà, j'ai la direction du numérique de la ville, mais c'est pas dans ce cadre-là que j'interviens. Alors je l'ai pas écrit parce que je n'aime pas l'écrire, mais je vous le dis oralement. Plus jeune, j'ai intégré un groupe de hackers international, assez célèbre. Pour vous donner un ordre d'idée, le créateur de WhatsApp était dans ce groupe, le créateur de Napster était dans ce groupe, et l'actuel directeur du développement de Teams, donc celui qui nous cause tous les soucis qu'on a aujourd'hui, est un ancien membre aussi de ce groupe. C'est un groupe qu'on a coutume d'appeler le groupe des milliardaires. Malheureusement, je ne fais pas partie du lot, évidemment. Hein. Mais voilà, donc c'était dans les années 90, et je me suis toujours intéressé à la sécurité informatique. On s'est rencontrés dans les années 90 en ligne avec Antoine, ici présent. Et donc, je collabore à Reflet, on va dire plutôt un tout petit peu sur la rédaction de temps en temps, mais surtout au niveau technique pour donner des coups de main, installer des systèmes, éventuellement accéder à des trucs auxquels on n'est pas tout à fait censé accéder pour aller chercher de l'information et produire des enquêtes de qualité. Ok. Donc, alors, une des conséquences de l'OSINT,
bien sûr, vous avez vu ça sûrement très récemment avec la guerre en Ukraine, des chaînes de télé en continu récoltaient en permanence des petites vidéos qui passaient sur les réseaux sociaux, qui tournaient comme ça. Et pour des journalistes, la différence de quelqu'un qui balance un truc, un particulier qui balance un truc sur un réseau social, il n'a pas à se justifier, il ne dit pas où il a trouvé son info, si elle est vraie, si elle est fausse, il retweet, il like, il machin. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment s'informer, ça ne veut rien dire en fait. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui l'a tourné. Est-ce que c'est une opération d'un groupe qui veut orienter l'opinion? On ne sait pas. Et donc les chaînes de télé étaient très embêtées parce qu'il fallait authentifier ces vidéos. Où est-ce que ça a été tourné, à quelle date, par qui, vraiment dans quelle ville, à quel moment, etc. Et donc il y a des gens qui se sont impliqués pour ça, qui font de l'OSINT et qui, vous allez voir, sont capables de faire parler les images et de trouver une profondeur d'information absolument hallucinante. Ça, c'est une conséquence du monde numérique dans lequel vous êtes plongé aujourd'hui. Virtuellement, vous n'avez plus de vie privée. Vous n'avez plus, en tout cas, votre vie publique est totalement publique pour toute la planète, et votre vie privée, en fait, vous ne le savez pas, mais vous n'en avez plus. C'est-à-dire qu'on vous parle de Google, on vous parle de Facebook, mais il y a plein de sociétés dont on ne vous parle pas. Je vous en cite une, par exemple, PIPL. Ces gens-là ont de l'info sur peut-être 40-50% des gens qui sont dans la salle, savent avec qui vous êtes en relation, quels sont tous les mails que vous avez eus au cours de votre vie, etc., etc. Et tout ça est dans des fiches qui sont vendues après. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, l'OSINT, c'est quelque chose qui se développe énormément, et notamment en termes de renseignement économique. C'est un autre terme. Il y a des agences, des sociétés qui font du renseignement économique et qui vont essayer de trouver de l'information sur les entreprises, parfois plus ou moins... Enfin, voilà, la ligne jaune, est-ce qu'on marche du bon côté, du mauvais? Parfois, voilà, ces entreprises-là, parfois marchent du mauvais côté et vont faire, en fait, finalement, ce qui revient, il faut l'appeler comme c'est de l'espionnage industriel, et ça devient un petit peu embêtant. Le fait de pouvoir faire de l'OSINT sur une personne, et alors, je vais vous donner un exemple vraiment trivial pour que vous compreniez, mais enfin, il y a en ce moment une histoire qui circule sur Mediapart avec des vidéos, etc., des chantages, mais c'est aussi simple que de savoir trouver sur Internet, c'est très facile, ça se fait en quelques instants, que telle personne, avec son adresse email, a ouvert un compte sur Pornhub ou sur tel truc un site d'escorte ou n'importe quoi. On va pouvoir trouver ça. Vous comprenez bien que chacun fait ce qu'il veut de sa vie sexuelle, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est si quelqu'un s'en saisit pour faire chanter cette personne. Si c'est une personnalité publique, si c'est un fonctionnaire, un juge, un policier, n'importe quoi, ça peut influer sur la vie publique, notre vie publique. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et ça vaut aussi, bien entendu, alors je parle pour vous puisque vous êtes dans une école de management, ça vaut aussi pour vous en tant que manager. Dans 10 ans, vous serez à des postes où peut-être vous vous mettrez à regretter certains comptes que vous avez ouverts ici ou là, certaines photos que vous avez postées, certaines choses. Et voilà. Et maintenant, on va passer à des trucs un petit peu plus concrets pour que vous voyez vraiment de quoi on parle. On va démarrer sur un truc... Tu voulais ajouter quelque chose? Non, vas-y. On va démarrer sur quelque chose de plutôt tranquille, mais qui va nous permettre de vous présenter un outil dont je doute que vous savez qu'il existe et qui est particulièrement puissant et impressionnant. On va vous expliquer ça. Donc ça, c'est une photo, c'est un challenge que j'avais lancé sur Twitter il y a quelques temps, ce qu'on appelle un OSINT challenge. Il y a une espèce de mode comme ça sur Twitter où on balance une photo et puis on pose des questions et il faut savoir y répondre, sachant que donc les réponses, on peut obtenir les réponses et à partir d'outils évidemment disponibles au public. Pas toujours très connus, mais disponibles pour vous comme pour moi. Et donc voilà, le challenge, c'était celui-ci. Cette photo-là, est-ce qu'on peut déterminer de quelle ville il s'agit? À quelle date a été prise la photo? À quelle heure a été prise la photo? Et question subsidiaire, alors là c'est pour le clin d'œil, le photographe est-il de droite ou de gauche? Bon. La première chose quand on fait de l'OSINT, alors là c'est un truc un peu pour le plaisir, pour vous montrer un exemple comme ça trivial.
faut savoir que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'association Bellingcat, qui est une association internationale qui travaille là-dessus, qui fait des enquêtes sur la base de l'OSINT. C'est des gens qui ont été en capacité d'identifier des agents de renseignement russes sur des affaires d'empoisonnement à Londres, par exemple. Ils sont allés jusqu'à publier des photos de leur passeport. C'est des gens qui sont très très forts dans ce domaine-là. Et j'ai appris énormément d'ailleurs en lisant les différents articles qu'ils pouvaient écrire. Et eux font cet exercice-là très fréquemment, et c'est pas pour s'amuser. Ils sont par exemple confrontés à des vidéos ou à des photos de massacres. Et puis dans un contexte de guerre, ça s'est produit il n'y a pas bien longtemps entre l'Arménie et un pays voisin, chacun se renvoie la balle en disant non, c'est pas nous, le massacre, c'est les autres. Voilà. Et eux, ils essaient de vérifier cette information-là. Dans ce cadre-là, identifier la date et le lieu, c'est très important. Parce que si le lieu, c'est l'Arménie, c'est plutôt les Arméniens. D'accord? Mais il y a d'autres informations qui sont simplement des informations visuelles. Vous voyez que cette ville, il y a des éclairages qui sont un peu particuliers. Vous avez des commerces. Les noms de commerces peuvent vous permettre de trouver dans quelle ville on se trouve. Sur l'heure, vous voyez bien que c'est pas la nuit, par exemple. Il y a déjà, juste visuellement, un certain nombre d'informations que vous pouvez déterminer. Mais la première chose à faire quand on enquête sur une photo, c'est de faire une recherche inversée. Vous connaissez Google Images. La première chose à faire, c'est de mettre la photo dans Google Images. Alors, juste sur ce point précis, il y a effectivement les trucs qui sont connus de tous, Google Images, etc. Mais par exemple, sur le cas de l'Ukraine, la question s'est posée. Google est très très fort pour faire pour les images dites occidentales. En revanche, sur la partie ukrainienne-Russie, beaucoup moins. Donc si vous allez sur Yandex, qui est le moteur russe, en revanche, vous allez trouver énormément d'images de villes ukrainiennes parce qu'elles ont été indexées là-bas, parce que c'est leur zone géographique. Vous pouvez faire la même chose en Chine, etc. Donc il faut penser à se délocaliser en fait sur Internet. Non, je ne vais pas vous faire l'exercice, évidemment. Je vais vous montrer directement la réponse et surtout comment elle est obtenue. Ça vous permettra de voir. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont utilisateurs de Twitter. Je sais que c'est pas un réseau social très prisé des jeunes, mais vous devriez, parce que c'est probablement celui qui est le plus influent. Et donc, voilà la réponse que j'avais apportée. Alors, on va mettre une vidéo. La première chose, c'est d'ouvrir l'image que j'avais envoyée sur Twitter dans un nouvel onglet, comme vous pouvez le voir, et de remplacer, vous voyez, le name égal et le format par .jpeg pour accéder directement à l'URL de la photo. D'accord? À partir de là, vous vous rendez sur Google Images et vous copiez simplement la photo dans Google Images. Vous allez voir ça, ça se fait très bien. Hop. Voilà. Et lui va chercher toutes les occurrences de cette photo sur le web. Et là, vous voyez qu'on identifie immédiatement la page Wikipédia de Garges-les-Gonesse sur laquelle se trouve cette photo. Et pour cause, c'est là que je l'ai récupérée en réalité. Voilà. D'accord? Donc on connaît la ville, ça c'était super facile, c'est la ville de Garges. Pardon? Oui, Garges-les-Gonesse. Ouais, de Garges-les-Gonesse. Ensuite, vous voyez qu'on a une date qui apparaît quand on se penche sur les métadonnées du fichier, août 2007. On a un auteur, clic-souris, et on nous dit que la date, c'est le 15 août 2007 à 1h23 du matin. Alors vous comprenez bien qu'il y a un petit souci. Parce qu'à 1h23 du matin, évidemment, l'éclairage n'est pas celui-ci. D'accord. Bon, on a au moins déjà déterminé le lieu par ce moyen-là. Donc on sait que c'est la rue de Verdun, à Garges-les-Gonesse, mais on va le vérifier, évidemment, en utilisant un outil que vous avez l'habitude d'utiliser, qui est Google Street View. Donc je tape rue de Verdun, Garges-les-Gonesse dans Google Street View. Je cherche un croisement qui ressemble à ce que j'ai sur la photo. Et puis, hop, voilà, vous voyez que j'ai une pharmacie comme sur la photo. Il y a un emplacement qui ressemble à ce qu'on a pu observer. Et effectivement, je trouve une vue de Google Street View qui semble correspondre à la photo. Donc, j'ai vérifié que le lieu était bien Garges-les-Gonesse. Voilà, vous reconnaissez la vue. Ensuite, la date. Donc, la page Wikipédia indique le 15 août, mais on peut en douter pour deux raisons.
La première, c'est qu'il y a des voitures devant les commerces. Et que le 15 août, c'est un jour férié. Ça peut sembler bizarre qu'il y ait autant de voitures devant les commerces un 15 août. Donc c'est quelque chose qui doit nous mettre le doute. Et puis l'autre chose, évidemment, c'est que 1h23, on sait que c'est faux. Donc les métadonnées indiquées sur Wikipédia sont probablement fausses. Les métadonnées du fichier lui-même, quand on télécharge le fichier original, vous savez que tout fichier image contient un certain nombre de données qui peuvent être la géolocalisation, qui peuvent être les dates et heures de création, de modification, tout un tas d'informations. Il y a des outils qui permettent de récupérer ces métadonnées-là. Les systèmes d'exploitation que vous utilisez, par défaut, vous permettent déjà d'accéder à un certain nombre de ces informations. Une autre chose qu'on peut faire, c'est vérifier la météo à ces dates-là. Si effectivement on est autour du 15 août, vous voyez que sur la photo, le temps est plutôt beau, quelques petits nuages, on n'est pas sur de la pluie, sur de l'orage. Donc ça, c'est aussi un élément d'information qui va nous permettre de vérifier qu'en termes de date, on ne se trompe pas. Alors, qu'est-ce que je montre dans cette vidéo ? Un site qui va vous permettre, même sans outil, mais directement depuis un site web, justement de récupérer les métadonnées d'une photo. Donc je vais copier la photo sur ce site-là, et vous allez voir. Hop, les informations disponibles dedans. Voilà, donc vous voyez qu'on a Adobe Photoshop, Photoshop Element. Donc on sait que cette photo a été retouchée. On a tout un tas d'informations sur l'endroit, Garges, Vieux Pays, Panneau. On a une date qui est un peu différente de celle qui est indiquée dans Wikipédia, donc 15 août, 1h48, mais qui ne correspond toujours pas à ce qu'on observe sur la photo. Je vous passe la vérification de la météo, mais en tout cas, la météo est compatible avec cette période-là. Alors, la date. On peut supposer, si la photo a été effectivement publiée le 15 août dans la nuit, on peut supposer que la photo a été faite le 13 ou 14 août, à peu près. Donc on a un lieu et on a une date approximative en se basant sur les métadonnées, les informations sur Wikipédia et la météo. Mais à quelle heure ? Parce que ça fait partie des questions qui sont posées. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu sioux et qu'on va utiliser ce fameux outil dont je voulais vous parler. Donc vous voyez, ça c'est la photo, et sur la photo, c'est un extrait de la photo, et sur cette photo, vous voyez qu'il y a un poteau, un feu tricolore, et qu'il y a une ombre du feu tricolore sur la route. D'accord ? Le trait noir que j'ai fait, c'est un prolongement de cette ombre pour savoir vers quoi elle pointe en fait. D'accord ? Alors pourquoi je fais ça ? Il faut savoir que si vous prenez un poteau qui fait 3 mètres de haut, vous le mettez dans la rue et il fait soleil, vous allez obtenir une ombre, et que cette ombre spécifique, elle n'existe telle qu'elle est, donc c'est-à-dire avec sa taille et sa direction, elle n'existe à ce moment-là qu'à l'endroit où vous vous trouvez. On est d'accord ? À tout autre endroit, si vous mettez à 10 km, l'ombre va être légèrement décalée. D'accord ? Donc en fait, la taille et la direction d'une ombre dépend du lieu, de la date et de l'heure. D'accord ? À la même heure, selon que vous êtes en été ou en hiver, le soleil va être plus ou moins haut et vous allez avoir une ombre plus ou moins longue. D'accord ? Donc si on est capable de déterminer la hauteur d'un objet, et si on a accès à son ombre, à partir de 2 critères, par exemple la date et le lieu, on va pouvoir déterminer le troisième, c'est-à-dire l'heure. Si on connaît la date et l'heure, on va pouvoir déterminer le lieu. Parce qu'à cette date-là et à cette heure-là, une ombre de ce type-là ne se produit que à cet endroit-là. Et si vous avez le lieu et l'heure, on connaît le lieu, on connaît l'heure, on va pouvoir déterminer la date. Et pour ça, il y a un outil super puissant qui s'appelle SunCalc. Énormément utilisé, comme je vous le disais, par Bellingcat dans le cadre d'enquêtes autour de vidéos ou de photos, notamment de massacres. Ça a été beaucoup utilisé en Syrie. Donc voilà comment ça se passe
SunCalc. En fait, vous avez en haut un lieu que vous pouvez indiquer. Donc, j'indique rue de Verdun, Garges-les-Gonesse, puisque je connais le lieu. On peut indiquer une date. Donc, je sais qu'on est autour du 13 ou du 14 août 2007. Donc, j'indique cette date-là. D'accord? Et ensuite, vous voyez, en déplaçant le soleil sur une vue satellite du lieu, enfin, ou sur une vue, même sur un plan, je vais pouvoir reproduire une ombre, en fonction de la hauteur du poteau que je connais. La hauteur d'un feu tricolore, c'est quelque chose qui est standard, qu'on trouve assez facilement. D'accord? Et donc là, ce que je fais, c'est que je me rends avec une vue satellite précisément à l'endroit où a été prise la photo, et j'indique la hauteur. Alors, dans un premier temps, je mets 10 mètres, c'est pour que je vois bien l'ombre, que je la fasse pointer correctement dans le sens de la maison. Vous avez vu la photo que je vous ai montrée avant, où je reproduisais l'ombre pour voir vers quoi elle pointait. Je la fais pointer exactement dans la même direction. Ensuite, j'indique la véritable hauteur du poteau, 3 mètres, et j'obtiens effectivement une ombre qui correspond à ce qu'on a pu observer sur la photo, pour ce poteau-là. D'accord ? Et bien, vous voyez qu'en reproduisant précisément l'ombre, le logiciel en haut m'indique précisément l'heure. Donc ça, c'est une photo qui a été prise à 18h02. D'accord? Donc j'ai la date, j'ai la ville et j'ai le lieu. J'ai la date, pardon, j'ai le lieu et j'ai l'heure pour cette photo-là. SunCalc, c'est un outil très très puissant. C'est assez complexe. Enfin, je veux dire, ce que je vous conseille de faire si vous voulez jouer avec, et je vous encourage à jouer avec pour vous amuser, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une photo dont vous connaissez la date, le lieu, l'heure, d'accord? Et puis d'essayer de voir si avec SunCalc, vous arrivez à reproduire les conditions de prise de la photo. Vous pouvez jouer aussi avec des photos satellites. Moi, j'ai fait ça j'habite dans une des tours de l'île Verte, donc il y a de grandes ombres, et je me suis entraîné typiquement avec ces ombres-là. SunCalc, très puissant. Hop. Ensuite, droite ou gauche. Alors, vous voyez que parce que ça, c'est quand même la question ultime, le photographe est-il quelqu'un plutôt de droite ou plutôt de gauche? Vous voyez que l'auteur s'appelle Clic-Souris ici, donc c'est un pseudonyme. OK. Alors, comment on fait? Hop. Il y a une page de l'auteur sur Wikipédia. Donc, quand on regarde cette page, alors on ne voit pas grand-chose malheureusement. Ah si, voilà, c'est mieux. Il y a des liens vers un certain nombre de sites de l'auteur. Voilà. Voilà les liens. Et il a notamment un site qui s'appelle la souris globe-trotteuse. On va se rendre dessus et on va fouiller pour essayer d'identifier la personne. Alors là, on ne l'identifie pas, mais vous voyez que on a un compte Twitter pour cette personne-là, Miranda Souris. Génial. Donc on va se rendre dans la recherche avancée de Twitter et on va regarder si ce type-là, ou cette dame-là, on ne sait pas, a parlé politique un jour ou l'autre et dans quels termes. Et on verra si c'est plutôt quelqu'un de gauche ou plutôt quelqu'un de droite. Et comme vous allez le voir... Alors, en fait, ça reboucle. Ah, pardon. Ouais. Et comme vous allez le voir, c'est plutôt explicite. Voilà, donc la recherche avancée de Twitter, je ne sais pas si vous connaissez, il suffit de préciser le nom du compte, voilà, et puis les mots que vous recherchez, et ça vous sort, je vais avancer rapidement, ça vous sort tous les tweets de la personne. Voilà. Et là, vous avez des phrases du type quand il voudra bien s'arrêter. Donc ça, c'est tous les tweets dans lesquels il y a le mot droite. Il n'existe plus de droite en France. Macron, ce grand bourgeois méprisant, menant une politique, machin. Quand les Français feront le choix de placer au pouvoir un véritable parti de droite sur le modèle polonais, assurant prospérité économique et sécurité, si ça n'a pas lieu, la France finira comme un mélange d'Algérie et Haïti. Comme vous le voyez, c'est assez... ça donne une idée, quoi. C'est assez explicite. Enfin, bon, on peut en déduire
Voilà, donc la conclusion, c'est ça. Garges-les-Gonesse, mi-août 2007, probablement le 14, autour de 18h. C'est un cal qui n'est pas précis à la seconde, hein. Donc autour de 18h. Et le ou la photographe est plutôt de droite. Voilà un exemple trivial d'une petite recherche où on utilise un certain nombre d'outils, Wikipédia, Google Images, la recherche avancée sur Twitter. Et vous voyez que ce qui est important, finalement, c'est le croisement des différentes informations disponibles, la façon dont vous suivez les fils sans les lâcher, et qu'on arrive à avoir ce niveau de précision sur une pauvre photo prise en 2007 et présente sur Wikipédia. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va regarder, là vraiment petit challenge facile sur une photo, on va essayer de regarder ce que l'on peut faire sur une personne. Quel est le niveau, la profondeur de l'information qu'on peut trouver sur une personne qui a une existence sur les réseaux et donc qui est présente dans de très nombreuses bases de données qui elles-mêmes sont ouvertes et accessibles au public. On est encore, pour l'instant, toujours dans des choses qui sont vraiment accessibles à tout le monde et il n'y a pas de piratage, il n'y a pas de hack, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, tout le monde peut y accéder. Donc, je laisse faire peut-être un disclaimer et tout ça. Oui, alors, je ne suis pas sûr que cette partie-là doive être publiée, parce qu'il y a quand même des informations vraiment personnelles, même si elles sont publiques, elles sont vraiment très personnelles. Donc je vous laisse, j'aime, juge de ce que vous ferez de ces images, mais bon, la démo, c'est pour vous montrer. Donc on va s'intéresser au maire. Tout le monde connaît Éric Piolle. Vous voyez à peu près qui c'est? Le maire de Grenoble? Ouais. Non? C'est vrai? Tu connais pas le maire de Grenoble? Trop bien. Bah, tu vas mieux le connaître. Et il faut que je vous parle d'un outil qui est terrible et qui s'appelle Papers. Alors, vous connaissez tous probablement société.com. Société.com, vous rentrez le nom d'une société ou le numéro au registre du commerce ou un nom de dirigeant et ça vous sort des informations sur la société en question. D'accord? Le truc, c'est qu'il y a d'autres informations disponibles, les bilans financiers, les statuts de l'entreprise et tout ça, et pour ça, on vous demande de payer. Ça, c'était le monde avant Papers. Parce que Papers, ils ont fait un société.com mieux fait, et où toutes ces informations-là sont accessibles gratuitement. D'accord? On va chercher, alors avec ça, participer et que je laisse Antoine vous présenter. Alors, pourquoi l'OSINT, c'est intéressant pour les journalistes? Quand le conflit, la guerre a été déclenchée en Ukraine, on avait très peu d'images. En fait, au tout début, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Il y avait très peu de journalistes sur place, vraiment au début, etc. Et on s'est posé des questions. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut avoir une vue sur ce qui se passe dans ce pays, une vue neutre, voir ce qui se passe dans les rues, voir ce qui se passe dans les magasins, voir. Alors évidemment, dit comme ça, pour une rédaction comme la nôtre, Reflet, on ne peut pas envoyer 15 envoyés spéciaux, on n'a pas les moyens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme on le disait tout à l'heure, on vient du réseau, on est des vieux routiers de ce truc-là. Et donc, avec l'aide de Nicolas notamment, on a scanné l'ensemble des adresses IP. Vous voyez tout ce que c'est qu'une adresse IP? Ouais, c'est bon? Quelqu'un qui ne voit pas? Levez la main. Non, c'est bon? Ok, donc on a scanné toutes les adresses IP de l'Ukraine, disant bonjour, adresse IP, est-ce que tu es une caméra? Caméra de vidéosurveillance reliée à Internet. Certaines ont répondu oui, d'autres n'ont pas répondu ou ont répondu non. Une fois qu'on a eu la liste des à peu près 70 000 caméras connectées qui répondaient oui, on leur a dit est-ce que tu diffuses un flux vidéo qui est accessible facilement via Internet?
Là-dessus, on a eu combien, 2500 caméras. Et on dit oui, moi je diffuse. Vas-y, tu n'as plus qu'à te connecter. Donc on s'est connecté et en fait, en quoi, 48 heures à peu près, voilà, on avait 2500 caméras en Ukraine qui nous montraient ce qui se passait dans le pays. Alors, c'est un peu flou, hein. Alors ça a donné un truc rigolo qui a très bien marché en termes de, journalistique, ça a fait le tour du monde, il y a eu des traductions dans toutes les langues. On s'est retrouvé à l'intérieur de voitures, hein, des caméras embarquées dans des voitures, avec le son. Donc on entendait ce qui se passait dans la voiture, on entendait les ondes radio, on entendait les gars parler entre eux. C'était des voitures. Alors au début, on a cru que c'était des voitures de police parce qu'ils étaient en uniforme avec des gilets pare-balles, des espèces de képis, etc. On a fini par comprendre que c'était probablement plutôt des sociétés de surveillance, enfin des gens de sociétés privées, mais qui étaient mises au service de la défense civile. Pourquoi? Parce qu'on les voyait passer tous les barrages, et puis les gars au barrage leur faisaient coucou et les voitures passaient à fond, etc. Donc en fait, c'était intégré dans le dispositif de défense de Kiev, en fait. Donc on était au cœur du truc avec les gars qui patrouillaient dans la ville dans l'attente d'une éventuelle invasion de la capitale. Donc on a raconté cette histoire. On a pris quelques précautions, évidemment. On a prévenu l'ambassade de Kiev à Paris. On leur a dit, attention, voilà ce qui se passe chez vous, il faut faire quelque chose. C'est très intéressant en termes de logistique, parce que si vous faites ça, pour tous les gens comme nous, si vous prévenez une entreprise en lui disant, vous avez une faille de sécurité, il est possible d'accéder à votre base client en faisant tel truc et tel truc, parfois de manière très simple, avec un simple navigateur. Il faudrait que vous répariez ça, parce que c'est embêtant pour les données personnelles de vos clients. Parfois, ils vous envoient les avocats et disent que vous avez tout piraté. Parfois, ils font rien. Parfois, ils font quelque chose, mais ça prend une grosse semaine, etc. Là, on a prévenu les gars à l'ambassade. Le type est parti en courant quand on lui a montré le papier qu'on lui avait préparé. Merci, il est parti. Et 3 heures après, toutes les caméras des voitures étaient coupées. Donc, en fait, il y a une chaîne de commandement qui a très, très bien fonctionné, en fait. Ça veut dire qu'ils étaient très organisés. Donc, voilà. Mais, donc, on s'est retrouvés à observer le conflit à travers des caméras de vidéosurveillance. Parfois des trucs très anodins, des intérieurs d'appartements, de maisons, avec des gens, vous voyez que c'était compliqué pour eux, etc. Des trucs assez surréalistes. Et parfois des caméras qui étaient sur le front. Donc là, on va vous en montrer une qui est sur le front. Ça continue, il y a des bombardements réguliers. Donc on observait les bombardements, on les entend, on les voit. C'est une caméra qui est assez puissante parce qu'elle filme des choses qui sont à quoi 5-6 km à peu près. Hein. Mais au départ, alors une fois qu'on a fait la liste des caméras, qu'on a vu la liste des caméras qui renvoient un flux, pour nous c'est important de savoir où elles sont. Donc on va les géolocaliser. Alors plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait les adresses IP sont géolocalisées, il y a des bases pour ça, donc on va savoir que telle caméra qui a telle adresse IP, elle est plutôt dans cette ville ou dans cette région. C'est flou encore. Donc pour nous c'est important de regarder, l'étape d'après pour nous c'était de regarder le flux, voir ce que l'on voit à travers cette caméra, et depuis ce que l'on voit, faire tout ce travail que vous avez vu pour chaque caméra, et dire, bah là on est exactement à tel endroit, on est dans tel café à Odessa, on est dans tel truc, dans telle supérette à tel endroit, dans telle ville, des trucs extrêmement précis. Et là, sur celle-là, c'était un peu compliqué. Et donc voilà. Il faut savoir qu'il y a, je crois qu'aucune des caméras sur lesquelles on s'est penché, on n'a pas réussi, enfin, toutes les caméras sur lesquelles on s'est penché précisément, on a réussi à les géolocaliser très précisément. Alors, peut-être juste un petit aparté sur ce truc-là. Ne filmez pas l'écran ou ne donnez pas trop d'infos là-dessus parce que c'est une des problématiques de l'OSINT et en tout cas pour les journalistes. Nous, on a écrit un article là-dessus pour dire on voit des choses dont on ne vous parle pas. On n'écrit pas d'article. On a des infos sur certaines choses, mais on n'écrit pas d'article. Pourquoi ? Parce que ce que nous, on a fait, géolocaliser précisément cette caméra qui est opérée par des êtres humains, si nous, on peut le faire,
les ennemis en face peuvent le faire. Peu nous importe que ce soit des Ukrainiens, des Russes, etc., des gentils, des méchants, c'est pas notre problème. Mais en revanche, on sait que il y a un risque pour que cet endroit soit bombardé à partir du moment où les gens arrivent à la géolocaliser précisément. Et évidemment, sur la base d'un de nos articles, on serait très mal en fait d'être responsable de la mort de personnes. Donc il y a cette caméra par exemple, on n'a pas fait d'article dessus, alors que on pouvait suivre la montée en puissance des bombardements sur le village qui est autour. Et on aurait... Merci à tous pour votre attention. Pour des raisons évidentes de confidentialité, l'intégralité de cette conférence a été tronquée. N'hésitez pas à venir en présentiel pour avoir la chance d'assister aux prochaines conférences. Merci, au revoir.